Alors lorsqu'il est à Florence, il a une autre commande. Alors cette commande n'est pas n'importe quelle commande, on est contemporain ici de la réalisation de son David, c'est la bataille de Cascina. Alors en fait, c'est pour la décoration de la salle du Conseil, la salle des 500 dans le palais de la Seigneurie à Florence, qui est l'instance même de la politique, du gouvernement, de l'autorité de la ville. Et là, son ami Gonfalonier va demander aux deux rivaux, c'est-à-dire Léonard de Vinci, de réaliser, lui, la bataille d'Anghiari, et puis son rival Michel-Ange de réaliser la bataille de Cascina. Alors effectivement, Michel-Ange ne portait pas forcément dans son cœur le génial Léonard de Vinci, qui était tout ce qu'il n'était pas. C'est-à-dire que Léonard, c'est un beau jeune garçon qui a une véritable cour autour de lui, qui le suit régulièrement, et qui, selon les propres termes de Michel-Ange, eh bien, piaffe comme des canaris. C'est vous dire ici l'opposition de vie entre les deux artistes. Quoi qu'il en soit, eh bien, les deux vont réaliser des cartons préparatoires, Léonard de Vinci, donc la bataille d'Anghiari, et Michel-Ange doit réaliser des cartons préparatoires pour la bataille de Cascina. Cette bataille qui a vu l'opposition entre Florence et Pise. Et vous voyez que Michel-Ange choisit volontairement de représenter le moment où les Florentins étaient en train de se baigner dans l'Arno et qui vont être surpris par l'arrivée des Pisans. C'est une façon pour Michel-Ange de représenter encore une fois le nu masculin. Et vous voyez que les corps ne correspondent plus à des corps antiques. Il a dépassé cette référence à l'Antiquité pour donner naissance à ce que l'on va appeler par la suite le maniérisme. Regardez la contorsion, l'exacerbation et la représentation dans le mouvement des corps des émotions et des représentations de ces personnages. Alors ici, vous voyez que ce carton a été copié par le grand Aristote da San Gallo, l'un des suiveurs justement de Michel-Ange. L'œuvre n'a jamais été réalisée et pour celle de Léonard de Vinci, on a un doute. On ne sait pas exactement si elle se trouve encore dans la salle des 500 du palais de la Seigneurie, peut-être cachée sous la fresque réalisée quelques années plus tard par justement Giorgio Vasari. Le mystère demeure. Alors, une fois qu'il a réalisé ces cartons préparatoires, il n'aura pas justement le temps de finaliser ce projet pour la seigneurie de Florence parce qu'à Rome, à Rome, on l'attend et on l'attend de pied ferme. C'est Jules II. Jules II qui tient d'une main de fer le trône de Saint-Pierre, celui qu'on surnomme à juste titre le pape soldat, qui préfère d'ailleurs les champs de bataille à la prière, a conscience de l'intérêt des arts pour mettre en valeur non seulement sa personne, mais également la chrétienté. Il veut redonner à la chrétienté son rôle prédominant de phare de l'humanité. Alors vous avez ici une toile de Jean-Léon Gérôme qui vous montre encore une fois la solitude dans son atelier de Michel-Ange, entouré de ses sculptures, et puis regardez à droite, qui vient de façon presque inattendue, le pape Jules II qui rentre, entouré de toute sa cour, et vous avez donc le pape qui va passer commande d'un tombeau, de son tombeau. Un tombeau d'ailleurs dont on dira que ni dans l'Antiquité ni dans les temps futurs n'aura un tombeau aussi impressionnant. Effectivement, le projet est vraiment pharaonique. Il prévoyait plusieurs niveaux avec une quarantaine de statues. Il n'en réalisera que quelques-unes, dont celle que vous avez justement dans ce tableau de Jean-Léon Gérôme. Vous reconnaissez le Moïse sur la gauche, vous reconnaissez l'esclave rebelle juste derrière Michel-Ange, et puis au fond on reconnaît, avec cette attitude lascive, l'esclave dit mourant, lui aussi au musée du Louvre. Alors voilà les représentations de ces esclaves, de ces ébauches de statues qu'il va réaliser. Vous avez l'esclave Atlas à gauche, l'esclave s'éveillant au milieu et l'esclave barbu à droite. Alors comme vous le constatez, ils n'ont pas été terminés, c'est la technique également du non finito,
où Michel-Ange, sur certaines sculptures, eh bien, faisait simplement des ébauches, une technique qui inspira bien évidemment un certain Rodin au XIXe siècle. Et vous voyez que les corps sont vraiment marqués par des positions acrobatiques. Regardez l'esclave s'éveillant au centre, par exemple. On a vraiment une attitude assez étonnante. Il va s'inspirer du fameux Laocoon. Je vous montrerai juste après, justement, cette célèbre sculpture antique. Vous voyez qu'il y a une force qui se dégage de ces ébauches, et Francesco Bocci, un sculpteur du XVIe siècle, dira même de ces sculptures, et je le cite, « Ébauchées avec un art incroyable et merveilleux, ces figures paraissent vouloir à toute force sortir du marbre pour fuir la ruine qui les surplombe. » Et vous voyez qu'elle résume parfaitement cette phrase, eh bien cette volonté représentée de ces corps torturés et qui essayent effectivement de s'éveiller, de sortir de ce bloc informe, de ce bloc de marbre pour l'éternité. Les deux sculptures les plus célèbres de ce fameux tombeau qui n'a pas été terminé pour Jules II, voilà les esclaves. Esclaves dit mourant pour celui de gauche, celui de droite, esclave rebelle pour celui de gauche, et vous voyez que ces sculptures sont passées à travers l'histoire dans les collections de Anne de Montmorency, et qui les avait d'ailleurs installées dans la cour du château d'Écouen, et qui ensuite les offrira au roi de France. Voilà pourquoi elles se trouvent actuellement au musée du Louvre. Vous voyez que la torsion également, l'étude anatomique est assez évidente, que ce soit pour l'esclave mourant ou rebelle, et que ces esclaves, en fait, devaient représenter les arts dits libéraux. Et pour l'esclave mourant, vous voyez qu'il y a une certaine sensualité qui se dégage. On a plus l'impression d'un éveil, de quelqu'un qui commence à sortir tout doucement d'un sommeil profond, plutôt que de rentrer dans la mort, dans celui qui est en train de mourir, les yeux mi-clos, la bouche légèrement entr'ouverte, la position même de son bras gauche derrière la tête, ce côté très lascif, très suave et sensuel, évoque davantage peut-être les plaisirs charnels de la terre. Et donc, ces arts libéraux devaient être représentés par différents esclaves. Celui de droite représenterait justement la littérature. L'autre sculpture qui, à elle seule, suffit à la gloire d'un pape, selon les propres termes de Jules II, nous avons ici le fameux Moïse. Alors Moïse, qui devait trouver sa place au niveau supérieur du tombeau final, a été réalisé, a été terminé quant à lui. Vous voyez ici avec beaucoup de force, là aussi, Michel-Ange le représente avec son attitude, une attitude certes figée, assise, mais en même temps on sent qu'il y a un mouvement intérieur, que vous avez la tête légèrement de côté, que vous avez son bras gauche d'une musculature exceptionnelle, regardez le bras, regardez les muscles qui sont bien représentés, les veines également, le moindre détail anatomique a été respecté. Et puis, il va représenter une erreur de traduction, au lieu de représenter des rayons qui représentent la vision que Moïse a eue de Dieu en personne, il représente des cornes. Voilà pourquoi vous avez un Moïse cornu. Ce fameux tombeau, vous avez le résultat final. Il n'y a pas de tombeau réalisé, en tout cas pas selon le projet initial. Il n'y aura que cette ébauche. Vous avez ici le dessin à droite, dessin, vous voyez, de 1505, qui a été réalisé, et le projet qui a abouti, vous n'avez qu'une façade, un peu comme au théâtre, simplement la façade, un peu réduite, où vous avez le Moïse, positionné au centre, en bas, le tombeau, la tombe même de Jules II, vous voyez, qui est allongé sur son propre mausolée et qui est assez méditatif, on s'en doute, face au projet qui, normalement, aurait dû faire de ce tombeau le plus important, le plus majestueux qui n'ait jamais été réalisé. Alors, pourquoi ne pas réaliser ce fameux tombeau et tous ces projets de statues ? Il faut savoir qu'à Rome, Jules II non seulement a d'autres préoccupations, qu'il y a la guerre, qui est vraiment ici quotidienne, contre Bologne, contre Padoue, contre les autres puissances évidemment européennes, que ce soit la France, que ce soit le Saint-Empire de Charles Quint, et puis vous avez
un des adversaires de Michel-Ange, qui est proche également du souverain pontife et qui n'est autre que Bramante. Alors Bramante, il a sa cour, c'est un génial architecte qui voit d'un très mauvais œil la présence de Michel-Ange. Et il n'aura de cesse d'aller voir justement Jules II en disant que son tombeau peut attendre, que ça coûte beaucoup d'argent, que Bramante a besoin véritablement de toutes ses finances, de tous ses blocs de marbre, et c'est la raison pour laquelle parfois Jules II va s'emporter, va être relativement autoritaire vis-à-vis de Michel-Ange, jusqu'au jour où évidemment Michel-Ange va claquer la porte de ce projet, va quitter Florence pendant quelques temps et puis demander le pardon du souverain pontife. Bref, il y aura toujours des rapports conflictuels entre Jules II et Michel-Ange.